Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h comme tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes déjà jeudi et nous sommes le 12 octobre. C'est aujourd'hui le procès d'Henri Chalus-Sabastien qui commence. On saura demain, puisque c'est 2 jours de procès, si pour ce dont on lui reproche, c'est-à-dire avoir explosé son compte de campagne qui est passé de près de 130 000 à 133 qui était le chiffre, est-ce qu'il sera condamné, est-ce qu'il risque quelque chose? Deuxième bonne nouvelle pour les Guadeloupéens aujourd'hui, c'est bien sûr l'eau à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes qui est désormais potable, je dis. Alors attention quand même parce que là, il restait 2 jours sans être potable. Tout de suite après, il faut donner le temps au temps. Bon, enfin sinon, la vie continue. Dans un instant, on va recevoir un musicien, Gilles Pétrus. Bonjour. Bonjour. C'est un artiste, il a sorti récemment 2 clips. On va peut-être les voir tout à l'heure, L'Amour et puis un autre. Et puis il joue régulièrement à la Creole Beach en concert live. Plus tard, on va recevoir Chantal Edela Ornem, manager d'un service du SNI Prestation, avec Sonia Zabartazi et Tony Diaz, on espère qu'ils seront là à temps, on l'espère. Danick Zongounesse et Iman Chounan vont recevoir Caroline Alix tout à l'heure, c'est une avocate criminologue, et on devrait finir un peu plus tard avec notre chroniqueuse Sandy Kelly. Sinon, l'info du jour, c'est Iman qui est de retour. Oui, bonjour à tous. Iman News, j'ai oublié. Iman News. Oui, on s'habitue maintenant à l'appellation. J'avais oublié, excuse-moi. Donc aujourd'hui, on va parler des informations du jour. Les chasseurs ont obtenu une réouverture de la chasse. Ils s'étaient mobilisés en début de semaine et ils ont eu gain de cause. On parlera cyclisme puisque le championnat de cyclisme de la Caraïbe aura lieu ce week-end. Il s'agira de la mise en place justement de toute l'infrastructure et la logistique autour de cet événement. On reviendra sur l'affaire Cabana Beach qui est en attente de jugement jusqu'à la fin du mois de novembre. On parlera aussi de la chlordécone avec ce nouveau podcast FAP qui a commencé à ouvrir ses ailes. Et il s'agira aussi du salon Top Reza à la porte de Versailles qui a eu lieu à Paris. Voilà, mais on commence tout de suite. Les chasseurs ont obtenu la réouverture de la chasse. En début de semaine, ils s'étaient mobilisés suite à la suspension de l'arrêté de la chasse pour certaines espèces menacées, donc liées à des associations de protection de l'environnement qui avaient demandé la saisie au niveau du tribunal administratif et ils ont eu gain de cause auprès du préfet. On voit un reportage d'Olivier Félix. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un chasseur qui parle. La victoire, c'est d'avoir convaincu le préfet qu'il fallait reprendre un arrêté et qu'il fallait faire un pourvoi en cassation contre la décision du juge. De ce point de vue-là, c'est une victoire. S'agissant de la teneur et du contenu même de l'arrêté, nous verrons bien ce que le préfet décide. C'est lui qui décide. En tout cas, nous avons présenté les arguments en faveur d'un maintien pur et simple des dispositions qui avaient été arrêtées en juillet dernier. Voilà, donc victoire, oui, nous avons été entendus. Savoir si l'arrêté sera conforme à nos attentes, je ne peux pas le dire au moment où je vous parle, puisque l'arrêté devrait sortir début novembre. Nous sommes très, très satisfaits. Moi, ça fait 60 ans que je chasse, et plus ça va, plus je vois que ces gens-là qui viennent de l'extérieur dégradent la situation des chasseurs. Et il y a un point de vue que beaucoup de gens ne prennent pas en considération, l'aspect économique de la chasse dans le département de la Guadeloupe. Nous avons des anti-chasses contre nous qui se disent écologistes. S'ils étaient vraiment écologistes, ils se soucieraient de ce qu'on n'a plus de graines en Guadeloupe, parce qu'on a détruit les arbres à baies. D'une part, par les lotissements qu'ils ont fait il y a une 40aine d'années, là où il y avait des baies, et ensuite avec les plantations de mahogany qu'a organisé l'État avec l'ONF sur les forêts du littoral, qui fait que maintenant, quand il n'y a pas de gommiers ou certaines graines, eh bien, les ramiers, ils viennent et ils repartent. Donc on accueille cette décision très favorablement, on s'était mobilisé pour cela et on espère que on arrêtera d'être embêté par ces anti-chasses.
Que la chasse va ouvrir. Dans quelles conditions, au moment où je vous parle, je n'en sais rien. Bien sûr que nous sommes confiants et il n'était pas question de ne pas se battre pour cette réouverture. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire pour en favoriser l'arrivée. Donc nous attendons sereinement la décision de M. le Préfet, qui est la seule autorité compétente en matière de chasse sur la Guadeloupe. Et le tournoi, le championnat de la Caraïbe se met en route pour ce week-end. Du 14 au 15 auront lieu le championnat de la Caraïbe. Des équipes invitées comme Sainte-Lucie, Anguille, Bahamas sont bientôt sur le territoire guadeloupéen. Il s'agit de tout organiser, d'orchestrer les circuits, les fléchages. On va voir un reportage en lien avec ce championnat fait par Romulus. Depuis lundi, nous recevons pas mal de délégations, Sainte-Lucie, Bahamas aujourd'hui. Demain, nous aurons l'ensemble des autres délégations qui vont venir. On a mis une stratégie aussi pour qu'ils puissent, vendredi matin et samedi matin, pour ceux et celles qui ne font pas le contre-la-montre, puissent reconnaître les différents circuits. Donc il y aura un fléchage, on a des équipes, on a fait appel à des équipes aussi locales pour mettre à disposition leurs véhicules, pour faciliter, pour qu'on ait une forme d'équité. Après, il y a quelques portions de route qu'on essaie de voir avec Route de Guadeloupe pour la sécurité des coureurs et de la caravane. Après, c'est surtout les plans de vol, parfois avec les retards, les vélos des coureurs qui arrivent après. Donc ça décale tout parce qu'on met à disposition des bénévoles, des véhicules, des minibus, tout ça. Donc il faut s'adapter. Mais c'est pour ça que je demande à toute mon équipe cette flexibilité que moi j'ai pour être pondéré, pour aller à l'essentiel, c'est recevoir nos amis de la Caraïbe dans de bonnes conditions et pour qu'on ait du beau spectacle et avec des beaux vainqueurs. Et donc ce spectacle aura lieu ce week-end, 14 et 15 octobre. On enchaîne sur Cabana Beach, l'affaire Cabana Beach, qui est une affaire en plusieurs actes. Le dernier acte, justement, a eu lieu et on est en attente de jugement. C'est encore décalé au mois de novembre, à la fin du mois de novembre. On voit un reportage de Maxime Morel. L'audience d'hier, nous sommes arrivés donc au tribunal. Cette affaire n'était pas en état. Nous avons sollicité un renvoi, comme cela se fait habituellement dans toutes les affaires. Et il nous a été opposé le fait que l'affaire allait être malgré tout retenue. Ce à quoi nous nous sommes bien évidemment opposés, puisque nous avions effectivement le sentiment qu'il fallait juger vite. Il fallait condamner vite M. Nicolas Semar et la société Nejdet pour des faits qui ne sont absolument pas établis, puisque je rappelle qu'on leur reproche d'avoir aménagé la place sans autorisation, ce qui est faux, puisque la société Nejdet, Nicolas Semar ont une autorisation d'occupation sur la plage du Souffleur. À l'époque, d'ailleurs, c'était les seuls à pouvoir bénéficier de cette autorisation qui avait été donnée par l'ancienne municipalité. Il y a eu à peu près 2 incidents hier, au terme desquels donc moi-même et ma consoeur, maître Sarah Aristide, notre vice-bâtonnier qui a été dépêché pour s'entretenir avec le tribunal et le procureur, maître Babacar Diallo qui était là aussi pour nous accompagner. Nous avons tout fait pour que les droits de la défense soient respectés, que cette affaire soit renvoyée, que l'affaire puisse se dérouler en toute sérénité. Ça n'a pas été le cas. L'après-midi, puisque l'affaire a été retenue, nous avons voulu déposer des conclusions de nullité. Ça aussi, ça nous a été refusé en violation complète des droits de la défense, alors même que depuis le matin, nous essayons de trouver une solution dans ce dossier. Nous sommes effectivement aujourd'hui en attente de ce jugement. Il est évident, puisqu'on a décidé, le tribunal a décidé de poursuivre l'audience hier, nous n'avons pas eu le choix que de quitter les bancs, notre client et nous-mêmes. Et il est évident qu'en fonction de la décision qui sera rendue, bien évidemment, que nous comptons faire appel. On ne peut pas juger bien quand on juge vite. On ne peut pas juger bien quand un dossier n'est pas en état, et on ne peut pas juger bien quand un homme est déjà par terre et qu'on veut simplement lui marcher dessus. Lorsque nous avons quitté le tribunal, donc en fin de soirée, nous avons appris que le jugement allait être rendu à la fin du mois de novembre. Bien évidemment, en fonction de celui-ci, nous n'hésiterons absolument pas à faire appel,
puisqu'il est inadmissible aujourd'hui qu'on laisse faire et qu'un établissement comme celui-ci, qui emploie une trentaine de salariés, embauche des jeunes, travaille en matière de réinsertion et plébiscité par tous, sauf par la majorité municipale aujourd'hui, se fasse anéantir et disparaisse comme celui-ci. On a besoin d'un restaurant et d'une activité de complexe comme celui du Cabana Beach. Moi, quand son appel, je dis là, qui sont appel fort, parce que nous voyons depuis quelque temps, c'est rien qui les installations des Guadeloupéens qui attaquaient, je dis là, devant les tribunaux, ni des affaires comme moi, péqué cité. Moi, comment des Guadeloupéens ouverts, si ni des situations à dénoncer clairement ces situations-là, ça, faut pas nous payer, il faut nous faire respecter nous en Guadeloupe. Voilà, à suivre. 12h42, je vous l'ai dit, on reçoit un artiste guadeloupéen qui a déjà une belle carrière, puisque depuis 16 ans, il a commencé la musique, il a créé un groupe, après, il a voyagé, il a fait plus de 20 000 km en Amérique latine, il parle anglais, il parle espagnol, il parle portugais aussi, il est capable de créole aussi. Il parle français aussi. Oui, français aussi. Il s'appelle Gilles Prétus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ouais, alors, merci à toi. Il y a déjà l'album Origine, mais en fait, je vois un petit peu, c'est un parcours particulier quand même. Ben, c'est-à-dire ça a commencé il y a déjà un certain nombre d'années. Oui. Et puis, après, il y a eu le retour aux sources, enfin le retour à l'origine, c'est-à-dire retour en Guadeloupe, au bout d'un moment, parce que j'ai démarré ma carrière en France. Et voilà, après, arrivé ici, on est musicien, c'est un métier. Et donc, on se bat pour que ça continue. Et c'est ce que je fais tout le temps. Comment on peut qualifier le style musical que vous avez choisi? Alors moi, je fais... Parce que vous êtes guitariste, il faut le dire. Oui, je suis guitariste et chanteur. Oui. Et mon style musical, c'est du jazz caribéen, afro-caribéen. Voilà, c'est une tendance très métissée, comme nous l'avons ici. Et voilà, après... quand on parle de jazz caribéen, eh bien, on va loin, parce que Malavoie, c'est aussi du jazz. Enfin, je veux dire, c'est très étendu, le jazz caribéen, beaucoup plus que le jazz traditionnel. Alors, j'ai su que vous avez joué une fois en avant-première de Cassave. Oui, il y a très très longtemps. Oui. Il y a très longtemps de ça. Alors, ce jour-là, qu'est-ce que vous avez joué comme musique? Eh bien, ce jour-là, on avait un groupe qui s'appelle Sambia. Oui. Et on jouait en fait un mix entre le Brésil et je veux dire, la Caraïbe. Oui. Et donc, on a joué 3 morceaux en fait. Voilà. Et vous avez alors moi ça m'a interpellé, un album qui s'appelle Origins. Pourquoi? Oui. Parce que c'est en fait un retour aux origines vraiment, puisqu'en fin de compte, c'est vrai que ma musique est quand même assez métissée. Et elle se forme au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que je crée les albums. Bon, celui-ci, c'est le 9e. Hein. Et donc, effectivement, arrivé à 9, eh bien, on a envie de se rapprocher au plus proche des origines, mais les origines qui ne sont pas que les origines caribéennes. Il y a aussi nos origines africaines. Il y a aussi, voilà, tout ça, les origines par rapport aux instruments aussi qu'on utilise. Et donc, origines, parce que... je sens que je me rapproche encore plus de mes origines. Alors, je pose la question souvent à des guitaristes guadeloupéens qui viennent ici. Alors, il y a beaucoup de guitaristes mondiaux qu'on connaît. Mais lequel vous a le plus influencé? Des guitaristes guadeloupéens? Non, étrangers, pas guadeloupéens. Guadeloupéens, on connaît. André Caudron, etc. Alors, quels sont... Mais en fait, c'est toujours une question difficile de demander à un musicien quel est ton morceau préféré ou quel est ton musicien préféré. Pas préféré, mais enfin, voilà. Qui quand même... Donc, je dirais que la personne qui m'attire le plus, c'est George Benson. Oui, par rapport aux sonorités de chanter ses notes. Oui. Voilà, donc je chante aussi beaucoup mes notes. Oui. Et plein de gens, enfin, certaines personnes m'appellent Benson en rigolant. Maintenant, je n'ai rien à voir avec George Benson. Je n'ai rien à voir avec George Benson. Non, mais c'est du jazz pur, enfin. Avec un mélange de voix, parce qu'en fin de compte, si on regarde bien, George Benson n'a pas fait que du jazz. Si on prend tous ses tubes comme Give Me the Night, c'est écarté un petit peu du jazz traditionnel. Non, mais même avant, je veux dire, quand il a commencé, c'était du jazz traditionnel, et puis après, il est parti sur des trucs comme on dit, Give Me the Night, des choses comme ça, qui sont plus de la dance, de la soul, des choses comme ça. De la variété, quoi. De la variété, c'est ça, oui, exactement.
non. Donc voilà, et j'ai l'impression que je fais un peu pareil. D'accord. Non, sans prétention, bien sûr. Bon, de toute façon, quand vous êtes venu, je vous ai dit qu'il fallait quand même venir avec un instrument. Oui. Parce que quand un guitariste vient, ou quand un guitariste sont là quand même. Oui. Oui. Donc là où ils entendent sont là, c'est ça? Oui, non, ils sont là. Et donc c'est toujours agréable. Donc on tissons rapidement alors. Tissons, et après on va regarder le clip après. Alors c'est un morceau qui a été réalisé il y a quelques années avec Kali, qui s'appelle Y'en a l'autre. Caroquera. Dire que les îles sont sœurs, dire que les hommes sont frères. Malinina. Dire que nous sommes enfants d'une longue et même histoire. Caroquera. S'il y a pas y'en pour l'autre qui genre nous qui résister. Malinina. Sentirons-nous un jour la puissance de l'amour? Oh, y en a l'autre, y en a pour l'autre, y en a l'autre. Ah, confiance en l'amour, mettez devant tout talent nous nie. Et tout ça qui est plus belle, y en a l'autre, y en a pour l'autre. Oh, confiance en l'amour. Je t'ai fait juste un petit extrait. Hein. C'est sur des albums, ça? Oui, c'est sur l'album Rencontre et c'est un clip qui est aussi sur ma page YouTube qui s'appelle Y en a l'autre, qui a été réalisé avec Kali en 2015. Voilà, c'est un titre qui s'appelle. On va avoir un petit extrait du clip. Le dernier qui est sorti, c'est. L'Emmou. L'Emmou, voilà. Oui, le dernier, c'est parti. L'Emmou. Belle qui fait venir là, posez là, longez là, nous siège cavini. J'ode la pluie, c'est tout plein caresse, en pile tendresse, souciance jacquard disparaît. Corps à tout vibrant, on savait cavini. C'est sa montée, on fait que j'en lasse à l'évini. Wow, wow, wow. Doudou, belle, tiflet, c'est à qu'à clairer. Tout ça en un meilleur, wow, wow. Doudou, nous fait nous voyager. Signer les jours qu'à ouvert. Tout ça ou un meilleur, wow, wow. Doudou, je la nous crier. C'est à qu'à clairer. Tout ça en un meilleur, wow, wow, doudou. Nous fait nous voyager. Signer les jours qu'à ouvert. Tout ça nous un meilleur. À sous l'amour, nous cisés, on l'a déjà passé. Dit fait là, bien limé, piment c'est ça nous aimer. En pas fait, nous qu'à disparaître, bien des douceurs, quand on nous jamarré. Wow, 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 son garde bien filé, au moins crafounier. Question délicate qu'on pose toujours aux musiciens. L'autre jour, je recevais ici Michel Madou, qui est président de la commission culture. Il me disait qu'il faisait tout pour mettre en œuvre, tout mettre en œuvre de manière à ce que les artistes commencent à vivre de leur art. Les musiciens, parce que c'est très compliqué quelquefois, la SACEM, les droits d'auteur, etc. Est-ce que, Gilles Pétrus, puisque vous êtes souvent en prestation dans les hôtels, en prestation entre autres. dans les hôtels, ça va? Vous pouvez vivre très bien de votre art? Alors, je dirais que, en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci, puisque je connaissais déjà, en arrivant en Guadeloupe, mes droits. Et ce n'est pas que la SACEM ou autre, c'est aussi les déclarations des musiciens sur les salariés comme les autres. Mais oui. Et donc, il faut que les gens les déclarent, les gens, mais c'est aussi bien les collectivités. Parce que beaucoup de musiciens travaillent pour les collectivités. Il faut que tout le monde déclare les musiciens, parce que ce sont des salariés.
Oui. Donc effectivement, là, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde si justement les musiciens sont reconnus comme de vrais salariés, parce que c'est en fait le cas depuis 1948. Oui. Il faut le comprendre quand même. Or, Non, en le France, problème, c'est c'était que- un combat qui a été très long, Oui. qui est toujours difficile. Ici, c'est très difficile. Non, en fait, je me suis battu. Beaucoup de musiciens font autre chose. C'est-à-dire, j'ai pas envie de Oui. dire que la musique est... Mais c'est pas parce qu'on fait autre chose qu'on ne Oui. doit pas être déclaré. je veux Non, dire. pas du tout. Oui. Non, c'est quoi, ils ne vivent pas exclusivement de leur art. Donc, D'accord. c'est ça le problème. Et je pose souvent la question à un musicien. Oui. Donc voilà, en fait, voilà, moi j'ai réussi à, comment dirais-je, diriger les gens pour justement, j'ai fait des études pour ça aussi, de manière à savoir mes droits et en fin de compte les expliquer. Et ça a été de grosses bagarres quand je suis arrivé ici, mais voilà, avec le temps, avec les explications, bon voilà, je m'en sors et je donne des conseils à qui veut, sans aucun souci, avec plaisir. Oui, mais c'est important parce que souvent, nos musiciens, ils sont là, bon, on fait des petits trucs, on donne un peu d'argent. Un petit billet, liquide, et puis c'est fini. et, Ouais, et puis c'est fini. Mais malheureusement, Comment c'est illégal. Comment un rabat, et puis, Malheureusement, c'est illégal. Ouais, C'est aussi, on va faire au monde à Gaza pour faire un petit travail et au cabaye l'argent. Ouais, mais ouais. malheureusement, c'est ce qu'on appelle du travail au noir, quoi. Ouais, Et que tout à l'on fait. soit restaurateur, hôtelier, peu importe, Oui. c'est la même chose. Alors, vous étiez à la Créole récemment, j'ai vu avec Laurent Lalsingué, Stilpan, que je connais d'ailleurs, Oui, très bon. Alors, en général, vous intervenez dans les hôtels, c'est ça? Oui, alors j'ai une formule solo. En solo quand même? Ouais, j'ai une formule solo. Acoustique ou bien électrique? Acoustique et électrique, électronique, parce qu'en fin de Oui, compte, quand on est en solo, on peut s'accompagner aussi avec des machines aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et donc j'ai une formule solo qui fonctionne très bien, puis une formule groupe qui fonctionne un peu moins bien, parce qu'en fin de compte, c'est toujours très difficile de payer plusieurs musiciens que d'en payer qu'un. Mais alors qu'on est musicien comme vous, on ne peut pas faire un concert une fois, c'est compliqué C'est-à-dire, j'ai pas compris. d'organiser un concert où vous serez sur scène avec d'autres musiciens. Eh bien, ça s'est fait l'autre jour à la Créole. Oui. Voilà, En parce que septembre, c'était en septembre. C'était en septembre, oui, Ouais. c'était il y a 2 semaines et demie, 2 semaines. Ouais. Puisqu'en fait, c'est un espace où justement, voilà, tout est mis en place pour justement recevoir les musiciens dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui est le plus difficile en fin de compte, d'être reçu dans de bonnes conditions Tout à fait. tout le temps et de pouvoir justement défendre nos droits. Tout à l'heure, et ça va être notre dernière question, dans votre présentation musicale, vous avez parlé de jazz, caribéen, etc., mais rien sur le zouk. Ah, parce qu'en fin de compte, quand je dis un retour aux origines, c'est-à-dire qu'en fait que aujourd'hui, ben voilà, c'est-à-dire que cet album, il a été créé aussi à partir du jazz caribéen, soit, mais aussi effectivement du zouk, avec des sonorités de ka, des sonorités de stilpan, des sonorités africaines. Oui. Et voilà, c'est en fait un retour aux origines, d'où l'album, le titre. Dernière chose, alors aujourd'hui, il y a une autre difficulté pour les artistes, c'est que les disques ne sont plus en physique, ils sont en streaming sur les plateformes. Ils sont en streaming sur les plateformes ou à télécharger Ouais. en paiement sur les sites, effectivement. Donc là, l'album Origine, aujourd'hui, est distribué sur un site qui s'appelle Karumu, qui est un site caribéen, où on retrouve tout un tas d'artistes locaux et régionaux. Hein. Et donc, il est en téléchargement sur ce site, karumu.com. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, il sera en téléchargement et en streaming sur toutes les plateformes internationales. Ça signifie que le disque physique est mort. Ça signifie que le disque physique est mort. Maintenant, voilà, moi, j'ai pas l'intention d'en refaire. Oui. Voilà, j'en ai des anciens qui sont Oui. toujours disponibles, mais voilà, je vais pas refaire un album physique, puisque Faire les gens un n'ont même album. plus de lecteur CD dans leur voiture, Oui. même plus de lecteur CD à la maison, C'est même vrai. les clés USB, ça fonctionne très moyennement, parce que même dans les postes, il n'y a plus de clés USB non plus. Oui, c'est vrai. Donc au bout du compte, tout est fait pour qu'en fait, tout est organisé pour On qu'en fait, consomme sur voilà, le net. sur l'internet et Ouais. qu'on regarde Et sur tout le sur YouTube. Internet. Sur le Voilà. YouTube ou sur, enfin bref, sur Internet quoi, ou sur les plateformes. Gilles Bétus, merci d'être venu. Et Merci puis, beaucoup. On souhaite du succès pour ce que vous faites, parce que bon, c'est de la belle musique. En tout cas, on a vu ce clip-là. Et on va peut-être le repasser, peut-être à la fin de l'émission.
Oui, sinon il y en a un qui est sorti juste avant. Pardon. Alors rendez-vous samedi, ce samedi-là déjà. Alors rendez-vous dimanche. Voilà, on redémarre les buffets à Toubana le midi. À partir de quelle heure? À partir de midi et demi. D'accord. Tous les dimanches, à partir de 12h30, buffet à la Toubana. Et je suis musicien qui officie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. 12h56, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. On les attend. Iman, j'espère qu'ils sont... Ils sont là? Ils sont là. Ah bon, ils sont là, ben, tant mieux. Tony Jazz et Sonia Zabartani à tout à l'heure. J'espère que sa voix s'est améliorée. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h05. Nos invités sont là. Chantal Cancel, bonjour. Bonjour, monsieur. Nila Ounem, bonjour. Bonjour. Puis nous avons deux autres invités encore. Tony Diaz, connu pour être un spécialiste du marketing de crise. Bonjour. Bonjour. Et il a fait une musique qui a fait le tour du monde. On en parlera tout à l'heure. Sonia Zabartani, qui est experte de stratégie de marque, du branding. Elle fait du branding. Elle a retrouvé sa voix, donc on pourra l'entendre tout à l'heure. Coach Média, Sonia. Et puis, Iman, tout de suite, un petit retour sur l'actu rapidement. Retour sur l'actu, nous avons déjà abordé le sujet des chasseurs qui ont pu obtenir la réouverture de la chasse suite à leur mobilisation de début de semaine. Il est aussi question du cyclisme, du championnat de la Caraïbe qui aura lieu ce week-end. Les préparatifs sont en cours. Nous sommes revenus sur l'affaire de Cabana Beach, justement par rapport au jugement qui est en attente et qui est reporté au mois de novembre, à la fin du mois de novembre. On parlera tout à l'heure de podcast, du premier lancement de FAP qui parle de chlordécone. Et il s'agira aussi de Reza, Top Reza, le salon qui a eu lieu sur Paris, à la porte de Versailles. On verra un reportage tout à l'heure. Mais aussi, je rappelle que depuis tout à l'heure, l'eau est de nouveau potable à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes, ce qui n'était pas le cas depuis quelques jours. Et c'est tant mieux pour les écoles parce que les écoles étaient fermées. Alors, on va parler de la CAF et un sujet que je ne connaissais pas, la déconjugalisation. Qu'est-ce que c'est exactement? Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur Sandronis. Alors, la déconjugalisation, donc aux adultes handicapés, hein, Oui, d'accord, oui, c'est pour sûr. cette prestation. D'accord, donc c'est un mode, ça se caractérise par, un changement du mode de calcul pour les bénéficiaires qui sont en couple. Donc, c'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe et ses ressources ne sont plus pris en compte dans le calcul de la prestation, donc de l'allocation d'adulte handicapé. Ça signifie que ça change un petit peu, j'ai envie de dire, le périmètre, même l'attribution, les conditions d'attribution de la PH, la H. Alors, je vais répondre à cette question. Concernant les conditions d'attribution de l'allocation adulte aux handicapés, il n'y a pas de changement. Les conditions d'attribution restent les mêmes, à savoir être âgé d'au moins 20 ans, avoir un taux d'incapacité reconnu par la MDPH et avoir des ressources permettant de percevoir la prestation. Ce qui évolue, c'est que maintenant, on va parler d'AH conjugalisé et AH déconjugalisé. Alors, l'allocation aux adultes handicapés déconjugalisée, en fait, on ne prendra plus en compte les ressources du conjoint ni sa présence sur le dossier pour calculer le droit. Alors qu'avant, on le faisait. Et il y a deux types d'AH, conjugalisé et déconjugalisé. Conjugalisé, on prend toujours en compte les ressources du conjoint. D'accord. Voilà. Et cette mesure est déjà applicable? Alors, cette mesure, effectivement, monsieur Zandronis, donc cette mesure est applicable depuis le 1er octobre, d'accord, donc, et sans effet rétroactif, hein, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ah bon? Non. Et donc, les premiers versements d'allocation d'adultes aux handicapés déconjugalisés interviendront sur les droits d'octobre qui seront payés en novembre 2023. Alors, pourquoi il y a eu ce changement? Il faudrait bien nous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, comme on dit. Alors, cette réforme a été mise en place afin de permettre aux bénéficiaires d'AH d'avoir une plus grande autonomie financière. Puisque comme on ne prend pas en compte les ressources du conjoint, donc cela permet pour la plupart d'entre eux d'avoir une augmentation de leurs prestations. Oui. Donc c'est une prestation qui devient individualisée. Voilà, donc une plus grande autonomie. Et Chantal, comment ça marche alors? Alors, il y a deux cas de figure. Donc, il y a pour les personnes qui ont fait leur demande d'allocation d'adultes handicapés avant le 1er octobre. Donc, le système d'information, en fait, il va faire une comparaison pour payer le montant le plus avantageux. Et bien sûr, pour ceux qui font leur demande après le 1er octobre, ils passent directement en AH déconjugalisé. Mais alors, les personnes qui sont en couple, qui sont isolées, ne sont pas concernées? Alors, les personnes isolées, elles ne sont pas concernées tant qu'elles restent isolées. Mais du moment où elles passeront en couple, en situation de couple, après le 1er octobre, automatiquement, elles vont basculer dans le système d'AH déconjugalisé.
Oui. Et on peut revenir à l'ancien dispositif quand ça a basculé? Alors là, pas du tout. Donc, quand ça a basculé, c'est définitif. Oui. Voilà. Donc, dès qu'on est passé en AH déconjugalisé, on ne pourra plus revenir dans la AH conjugalisée. Donc, pour dire, comme on va utiliser un petit jargon bien familier, oui. D'accord, bascule un jour, bascule toujours. Voilà. D'accord. Bon, alors, du point de vue du contenu, c'est-à-dire de ce qu'on touche, est-ce que ça a changé, le financement? Alors, le financement peut ne pas changer. Oui. Alors, j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le système va calculer la prestation qui est plus avantageuse. Le but de cette réforme, c'est vraiment d'aider des populations qui sont bénéficiaires de l'AAH. Donc, il se peut que les allocataires ne voient pas de changement au 1er octobre, tout simplement parce que la mesure n'est pas avantageuse pour eux, donc ils restent dans l'ancien système, ou encore parce que le calcul est le même que celui du précédent système. Donc, c'est au cas par cas que l'AAH va évoluer ou non, en fonction de la composition des ressources du bénéficiaire. Alors, quelqu'un qui est concerné, qui vous regarde, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors, il n'a rien à faire. D'accord, l'AAH déconjugalisée est automatique. Oui. Donc, il n'y a rien à faire. La seule chose, il faut qu'il s'assure que son profil sur notre site Internet est à jour, sur son espace CAF. Et bien sûr, il faut que tout changement de situation soit déclaré. Oui. Voilà. Donc, un petit rappel rapide quand même pour quelqu'un qui prenait en cours là. Alors donc à partir du 1er octobre. Du 1er octobre. Ça a changé. Pas de basculement. Pas de retour en arrière. Voilà. Le financement n'a pas changé, le taux n'a pas changé. Voilà. Oui. Non, le taux ne change pas puisque c'est la MDPH qui calcule, qui donne le taux d'incapacité. Donc une fois qu'on a cette décision, nous au niveau de notre organisme, la CAF, on verse la prestation. Donc le taux ne change pas. Oui. Et c'est une mesure qui a été vraiment mise en place pour pouvoir augmenter l'autonomie des bénéficiaires AAH. Donc c'est une mesure qui est à suivre. Et pour plus d'informations ou des questions complémentaires, ils peuvent se rapprocher de la CAF et aller sur le www.caf.fr afin de nous contacter. Sur rendez-vous, ça fonctionne sur rendez-vous aussi? Ça fonctionne sur rendez-vous. 3230. Voilà. Bon, tout à fait. Aussi, sur le site Internet aussi, les allocataires, ils peuvent prendre directement rendez-vous, ils peuvent choisir leur plage horaire, leur jour de rendez-vous. Voilà. Bon, écoutez, c'est dit. Puis j'espère que les gens qui sont concernés entendent, surtout qu'ils n'ont rien à faire, en fait. Tout à fait. C'est ça. Tout se fait automatiquement. 13h12. On revient un petit peu à l'actualité avec les podcasts pour parler du chlordécone. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes au lancement du podcast FAP. Donc le premier podcast qui parle de chlordécone, et nous sommes au Café Papier, voilà, pour présenter ce projet à la population et parce qu'on espère qu'il sera largement diffusé par les médias. C'est un projet qui voit le jour après un an de travail, un an de collaboration avec l'IREPS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc l'idée, c'est de produire en fait un nouveau média qui apporte le sujet de la chlordécone différemment et qui permet de s'informer au fil des discussions avec les invités. Donc il y a 6 épisodes et ils seront disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc. dès aujourd'hui. L'IREPS en fait a pour mission d'informer la population sur la chlordécone à travers 2 programmes, donc qui sont des programmes de promotion de la santé, Jaffa et Titiri. Et le programme Titiri a mis en œuvre le projet FAP, donc le projet de podcast, pour aller plus loin, pour répondre aux questions de la population, informer et vraiment avoir une démarche transparente, sans langue de bois, discuter des différentes thématiques qui préoccupent la population. Le podcast va croiser plusieurs opinions, donc on a plusieurs invités qui vont parler de leur santé, du cancer, qui vont parler aussi des médias. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas plus sous un certain angle? Est-ce qu'il faut en parler un peu plus? Qui vont parler aussi du rôle et de la responsabilité de l'État, de la justice, de comment s'approvisionner. Voilà, toutes ces questions sont parcourues à travers le podcast. Voilà, 13h13, Iman, la parole à nos 2 invités. Oui, donc la parole à nos 2 grands invités. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Tony Jazz et Sonia Zabartani, donc qui sont vraiment des figures pour moi emblématiques actuellement, qui sont de passage en Guadeloupe, qui ont réalisé un séminaire de 2 jours. On va revenir sur ce séminaire. Déjà, merci d'être là.
Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tony Jazz, c'est un compositeur, entrepreneur, conférencier, investisseur, écrivain. Wow. Ouais, tout ça. Et Sonia est donc une coach de vie, conférencière à l'international qui habite au Canada. Qui est experte en branding et en exemple féminin. Pour moi, ça représente vraiment l'exemple féminin de la réussite. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ces deux personnalités qui étaient en Guadeloupe pour leur déjà partager avec eux leurs conseils et expériences, parce qu'on est dans la semaine de la santé mentale et les questions de ça aussi. Déjà, première question, qu'est-ce qui vous a amené au développement personnel, chacun votre tour? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, peut-être commencer par Sonia, Odeur aux femmes. Avec plaisir. Moi, j'ai grandi dans la mode. Mon père, il était président de Guess Jeans, on avait XOXO, alors j'ai grandi dans la mode. Et je me suis fait demander de faire... j'ai fait des music videos, des vidéos Camaro, Femme Like You, tous ces trucs-là. Et j'ai déménagé à Los Angeles parce que je voulais trouver qu'est-ce que moi, je voulais vraiment faire. Je comprenais la mode, je comprenais comment... Mais j'ai dit, mais c'est quoi ma passion, c'est quoi ma mission? Et je suis tombée dans le développement personnel à l'âge de 23 ans avec Landmark Éducation. Et j'ai tellement trouvé la clé. Pourquoi? Pour que les gens puissent passer à l'action. Le truc, c'est que je croyais que c'était des stratégies, je croyais que c'était un game plan, mais c'est pas ça. C'est la seconde où le mindset change. La seconde où on devient la personne qui croit qu'elle peut passer à l'action, que finalement, tout peut se débloquer. Et je suis tombée en amour et j'ai commencé à faire des conférences. Et voilà, c'est ça qui... Le mindset, ce serait le tips, en fait, le conseil clé pour développer, en fait, et améliorer sa vie. Ça commence avec le mindset, 100%. Les croyances, 100%. Absolument. Est-ce que, du coup, peut-être, on peut avoir une réponse déjà par rapport au parcours sur le développement personnel? Et c'est quoi les croyances générales que les gens ont et qui bloquent l'avancée dans leur vie? Alors, moi, sur une autre certaine manière, j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont appris et donné une éducation et qui m'ont injecté une sorte de logiciel de bien penser, toujours savoir bien faire, bien travailler et aller au bout de ce que l'on a envie de faire. Je me suis rendu compte en fréquentant d'autres personnes que ce n'était pas le cas de tout le monde et que beaucoup de personnes aimaient ça. Donc je me suis dit, je vais leur apprendre juste ce que l'on m'a appris d'une certaine manière. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque tu mènes des projets et lorsque tu fais des choses tous les jours et que tu te rends compte que tes projets avancent, il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas le cas et pour qui du coup tu deviens soit un exemple, soit une inspiration. Et l'idée, c'est que je me suis dit, je réussis. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent qui est « je veux la réussite de mes amis autant que la mienne ». Sinon, avec qui je vais voyager? Et donc, l'idée, c'est d'amener d'autres personnes avec nous à voyager en essayant de faire en sorte que leur projet aussi avance. Je serais curieuse de savoir, du coup, la connexion, comment elle s'est faite entre vous deux. Je l'ai fait ce matin, c'est à toi de le faire. La vraie, c'est rendu qu'on a vraiment deux histoires. Parce qu'une qui commence en Guadeloupe quand on était très jeune, parce que les gens ils disent mais ça se peut pas que vous pouvez travailler comme ça ensemble et créer comme ça ensemble. Donc on a dit j'ai dit, bon, alors moi aussi, je viens de la Guadeloupe. Mais là, quand on est en Guadeloupe, ça marche. C'est pas crédible. Alors, je vous dis la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que Tony m'a contacté sur les réseaux sociaux. Moi, j'habite Montréal. Et il m'a contacté. Il m'a dit, j'aime ce que tu fais, blablabla. Les vidéos sont super. J'ai vu son contenu. J'ai dit, c'est très aligné à moi aussi. Allez, quand tu viens à Montréal, envoie-moi un message. Un petit peu plus tard, il vient à Montréal et c'était dimanche soir. Moi, je suis une passionnée du dimanche soir de planifier ma semaine. Et il me dit, je suis à Montréal. Je dis, très bien, passe à mon bureau. Il dit, mais il est 8h, 20h. Et je dis, oui, très bien, je travaille, passe à mon bureau. Et depuis ce temps, les valeurs ont aligné. Et ça commence toujours avec les valeurs, hein? C'est toujours. Et ensuite, on a commencé à faire un projet, sold out en 2 secondes. On a kiffé, nos équipes se sont bien passées. On a fait des clients ensemble et ça grandit. Là, ça fait 4 événements qu'on fait ensemble de Tribe 48. Et là, on va faire la Martinique parce que on s'est éclaté dans on s'est éclaté. Donc, justement, tu parlais d'habitudes à mettre en place le dimanche, de préparer sa semaine. Est-ce que ça fait partie des habitudes qu'on peut
avoir pour un bien-être mental et personnel, physique? Quels seraient les outils, les clés que tu pourrais donner éventuellement aux gens qui sont... Ouais, moi j'adore les outils, j'adore le concret, je suis très dans le concret. Ce qui veut dire, je vais vous donner comme 3 exemples d'outils. Un, c'est justement de planifier sa semaine le dimanche soir. Ce qui veut dire, imagine si tu arrives à planifier ta semaine le dimanche soir, le lundi matin, tu arrives, mais posé. Et non seulement ça, je suis maman, j'ai des enfants, je travaille, j'ai une business, j'ai tout. Donc, tout est planifié. Mes enfants sont gérés, mon mari est géré, ma business est gérée, mes amitiés, tout est dans mon planning. Ça fait un peu peur de voir mon planning, mais pour moi, ça me donne un bien-être complet parce que tout est organisé le dimanche soir. Une autre chose, c'est la routine matinale. Quand tu commences ta journée, tu poses le téléphone et c'est toi qui gères tes intentions de la journée. Comment tu vas faire ta routine, c'est magique. Et mon dernier, qui est le truc que je demande à absolument tout le monde autour de moi, c'est quoi ton highlight de la journée? Tous les jours, je demande à mon équipe, mes enfants, tout. C'est quoi leur moment fort? Parce que si on arrive à juste être en telle gratitude qu'à tous les jours, il y a des moments forts, imagine la vie que tu peux mener juste avec des petites habitudes simples. Merci. Est-ce que du coup, par rapport au séminaire que vous avez mis en place, Tribe 48, c'est quoi les points forts de ce séminaire et qu'est-ce que ça amène en fait aux gens qui viennent déjà et qu'est-ce que ça leur apporte? Ouais, les points forts de ce séminaire sont assez simples. Imaginons que tu as un projet, mais que peut-être que ton projet n'est pas clair dans ta tête. Tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Ou bien tu as un projet et il est clair dans ta tête, mais tu souhaites en parler sur les réseaux sociaux ou en faire une communication, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. L'idée, c'est de passer 2 jours avec nous en immersion. Là, on l'a fait dans un superbe hôtel. Et pendant ces 2 jours, tu ne t'occupes de rien. Tu viens juste avec ton projet. Et pendant 48 heures, d'où le Tribe 48, tu vas rester avec nous et nous, on va te faire avancer sur ton projet. Tu sais, tu as certaines personnes qui, des fois, ont un syndrome de l'imposteur en se disant... J'ai étudié, je suis bon, je sais à peu près ce que j'ai envie de faire, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que cette personne, elle est tellement meilleure que moi, je pense que moi, je suis vraiment pas fait pour ça, et qui ont un manque de confiance, alors que tu regardes les gens qui sont en face d'eux, sont souvent des gens encore moins bons, et donc tu te retrouves avec des espèces de génies ou des personnes qui sont vraiment très bonnes, mais qui ont du mal à avancer. Et nous, pendant ces 2 jours, au-delà de leur redonner confiance, au-delà de leur montrer qu'ils sont vraiment capables de faire ça, on arrange leur système de vente, on arrange leur manière de communiquer, on arrange leurs réseaux sociaux. Quand ils sortent de là, ça devient des machines. D'accord. Donc, il y a une approche à la fois sécurisante, novatrice, et on va chercher à explorer le potentiel de l'exploiter, c'est ça? Oui, absolument. La beauté qui est de Tribe 48, c'est la communauté. C'est ces femmes et c'est certains hommes qui viennent aussi, mais ils ont passé 48 heures ensemble et ils ressortent des meilleurs amis. Ils ressortent une vraie communauté. Et maintenant, la communauté, elle est vraiment partout dans le monde, à Montréal, au Canada, en France, en Guadeloupe, partout. Et c'est tellement beau parce que finalement, ils arrivent à rencontrer des gens qui vont les supporter, qui sont pas too much, qui peuvent vraiment briller. Et ça se fait C'est pour ça que j'ai plus de voix. C'était vraiment magique, c'était vraiment beau. Ok, alors merci en tout cas, c'est sûr que on pourrait rester à parler pendant des heures. Est-ce qu'il y aurait, alors je sais qu'il y a une prochaine date, c'est en février. Oui, en Martinique. En Martinique. Si les gens veulent vous contacter, ils peuvent vous suivre sur les différents réseaux, Tony Jazz, Sonia, Coach Sonia. Oui, Coach Sonia ou Sonia Zambati. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter d'important? Au plus simple, alors on en parlait ce matin, le truc c'est qu'on nous disait, mais venez faire la promo de votre événement. On leur a dit que c'était pas la peine, parce qu'en fait, en quelques jours déjà, c'était vendu. Depuis qu'on a terminé celui d'hier, du coup, on commence pour l'autre, qui va se remplir aussi vite. Donc les gens demandent déjà pour venir. On a tout mis sur nos réseaux sociaux, il suffit de nous écrire, on répond en plus de ça rapidement. Donc sur Instagram, ça se fait très simplement. Une question, Tony. Alors, on n'en a pas parlé, puisqu'on parlait du coaching, mais il y a eu un passé récent, quelque chose qui a marqué votre carrière quand même. Oui, absolument. Oui. Alors, on n'a pas dit, vous êtes guadeloupéen. Oui, désirradien guadeloupéen. Désirradien, comme beaucoup d'autres personnes, et vous êtes arrivé jusqu'à la Maison-Blanche. Comment? Alors, à pied, mais au-delà de à pied, grâce à une musique, effectivement. Oui. Les gens généralement me connaissent parce qu'en 2006, lorsque le président Barack Obama n'était pas connu, donc il était candidat et non pas président, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui faisaient partie de son environnement de campagne pour pouvoir l'aider à devenir président, qui m'ont contacté, puisqu'à l'époque, je travaillais à Montréal et je faisais des allers-retours avec New York où je composais des musiques pour des artistes. Et ces personnes m'ont dit « Ah, Tony, on aimerait bien que tu puisses faire une chanson pour une musique de campagne pour un candidat qu'on est en train d'aider. »
À cette époque-là, il n'était pas connu. Personne ne le connaissait. On était en 2006, il a été élu en 2008 à peu près. Oui. Et donc, ça a aidé à sa campagne. Alors, ça a aidé à sa campagne. Et je l'ai fait en 2008, la musique, et j'ai refait une autre musique pour son autre campagne en 2012. Donc, j'ai fait les 2 campagnes. Oui, 2 tubes. 2 tubes. Mais j'ai eu la chance de faire... Allez, comme je le dis souvent, j'ai fait cette musique en 2006. Il était absolument inconnu. Oui. Donc, personne ne le connaissait. Mais l'avantage, c'est que j'ai fait une musique pour un inconnu qui est devenu président. Donc, aider les inconnus, peut-être qu'ils peuvent devenir présidents. Que deviennent ces musiques aujourd'hui? On les entend encore? On les entend. Sur YouTube, elles montent en nombre de vues. Sur les plateformes Spotify, on peut les retrouver, ou Deezer, partout, sans aucun problème. Alors, ce matin encore, elle passait à la radio. Alors, on vit dans un pays où il y a souvent des crises. Vous êtes spécialiste de crise, la crise de l'eau, crise du chlordécone, etc. Si vous deviez parler à des politiques aujourd'hui, la situation dans Guadeloupe, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à ce qui se passe au quotidien ici? Tu veux vraiment que je fasse de la politique? Allez-y, en nous. Ok, d'accord. Parce que moi, je suis dans les actions concrètes. Hein. Je sais. Ok. Je vais te donner un exemple très concret. Lorsque je vais à Montréal, ce que je vois en plein hiver comme en plein été, depuis que j'ai connu Montréal, la première fois que j'y suis allé, c'est-à-dire dans les années 1900-2000 et jusqu'à aujourd'hui, Montréal n'a pas cessé d'être réparé dans son sous-sol avec les canalisations d'eau parce que ça pète à cause du froid. Oui. Ici, on sait qu'on a un problème de souci d'eau avec ce qui se passe. Ouais. La chose, c'est que je me rends compte que dans un quartier de Bordeaux où j'habite, qui est les Chartrons, on a eu une coupure d'eau un après-midi parce qu'il y a une canalisation qui a sauté. Oui. L'après-midi même, ils ont ouvert le trottoir, ils l'ont réparé, ils l'ont refermé. Le soir même, on a eu de l'eau. Donc, quand moi, je vois ce genre de choses, je me dis que c'est donc possible, étant donné que nous sommes un territoire français. On est d'accord? Oui. Donc, on a des dispositifs comme ceux qu'on parlait ce matin à la télé sur le pack de Serva, où on a les packs d'eau à 1 €. Voilà. Ça, c'est une première possibilité. Mais par contre, même si moi, je trouve que c'est une action concrète et bonne maintenant pour la population, ça reste toutefois un pansement, parce que la vraie réparation se fait dans le sous-sol. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les sols. On le sait, encore une fois, il faut trouver du budget. Le budget, il est facile à trouver. Il suffit d'enlever une partie du budget sur quelque chose d'inutile et de le provisionner sur les ouvertures des trottoirs et remplacer les canalisations pour faire repartir l'eau. J'espère qu'ils ont entendu. Juste une dernière question pour Sonia. Finalement, qu'on est spécialiste du branding, est-ce que Sonia même est devenue une marque? Absolument, coach Sonia, voilà. Sonia Media Coach, c'est ça? Juste coach Sonia. Oui, voilà. C'est ça, la beauté d'une marque. C'est qu'ensuite, tu as la communauté, tu as et ta marque, les conférences, tout, tu deviens un nom. Donc, c'est excessivement important de travailler sa marque. Et ça coûte rien. Oui. C'est ton réseau, ta voix, tu l'as en tout temps. C'est comme si on est live, mais en tout temps. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Avec joie, merci. Merci de nous welcome, vous reviendrez. Bien sûr. Mais c'est absolument. Tony, il est chez lui. Et moi, c'est mon deuxième chez moi maintenant. D'accord, voilà. On a compris. Voilà. Merci en tout cas. Merci Iman de nous avoir invités. C'est Iman qui vous a invité. Merci. 13h27, on prend la deuxième pause et on termine tout à l'heure. Et on reçoit dans un instant notre autre chroniqueuse, Sandy. Elle sera là dans un instant tout de suite. Voilà, 13h32, elles sont de retour. Elle, c'est Caroline, bonjour. Bonjour Danick. Et Sandy, bonjour. Bonjour Danick. On retrouve avec plaisir. On commence avec Caroline, c'est parti pour son générique. Et on parlera tout à l'heure de la vie qu'il y a après la prison, après une peine de prison. C'est parti. On va essayer d'apaiser nos relations avec Caroline. Bonjour. Bonjour Danick. Alors, quand on est parti en prison pour X mois ou quelques années, on revient quand même. Quel est l'impact que ça a sur la dignité de la personne? Est-ce que tu veux nous expliquer ça? C'est vrai que on est un peu laissé pour compte. L'estime de soi en a pris un coup et soit ça se transforme en colère, soit en honte. Et il faut savoir qu'au sein des services pénitentiaires, il y a énormément d'auxiliaires de justice, des gardiens de prison qui accompagnent toutes ces personnes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'aimerais leur donner la parole bientôt dans une émission débat qu'on va organiser aux ZCL. Oui, ce sera en novembre, c'est ça?
Ce sera le 27 novembre à 13h. Ouais. À 13h. Et il y aura qui? Alors, il y aura la directrice du centre de détention de Bémao. Je crois que c'est inédit en Guadeloupe d'avoir une femme directrice d'un centre de détention aussi important. Ça fait partie de ses grandes fiertés. Et elle a accepté mon invitation. Elle s'appelle Madame Moussef. Oui. Et elle va nous expliquer comment elle utilise ce temps avec son personnel, ce temps de pariatisation, de mise à l'écart de la société pour travailler sur des remises en question et effectivement la dignité de la personne. Alors, revenons donc à la thématique, la vie après la prison. Pourquoi avoir choisi ce thème, finalement? Disons que aujourd'hui, trop de personnes oublient la dose d'humanité que chaque auxiliaire de justice met dans son activité professionnelle. Et c'est vraiment ce que je voudrais mettre à l'honneur à travers ces émissions débat. C'est tout le cœur que des officiers de police, des magistrats, des procureurs de la République, des gardiens de prison, des agents des services d'insertion et de probation, le cœur qu'ils mettent à travailler tout au long de la chaîne judiciaire et qui est très très méconnu et dans des conditions parfois difficiles. Et je voudrais les mettre en valeur parce que c'est eux les garants du contrat social. Si un jour on peut arriver à avoir une société un peu plus apaisée, ce sera grâce à eux. Et ces auxiliaires, ils sont qui? C'est ceux que je viens de nommer, des policiers qui sont sur le terrain, des magistrats, des procureurs de la République qui permettent à des audiences de se tenir avec un certain équilibre dans les intérêts de la société et des justiciables, les avocats, et même les gardiens de prison, parce que quand on est en détention, c'est le seul contact humain qu'on a avec l'extérieur, c'est les gardiens de prison. Alors, est-ce qu'on peut dire, d'une manière générale, qu'une peine de prison, elle est violente pour la dignité de la personne qui est emprisonnée? Bien sûr, elle est très, très violente. Et donc, c'est important de construire du sens sur cette mise à l'écart pendant un certain temps. Certains y verront un parcours initiatique pour faire le beau en sortant avec les copains, mais la peine, elle est parfois très longue pour un simple parcours initiatique. D'autres vont en profiter pour faire des formations, s'intéresser à des sujets, à avoir des diplômes. Même passer des examens, semble-t-il. On peut passer des examens. Je connais certains qui ont passé des diplômes de pilote d'avion pendant le temps de leur détention. Voilà, donc c'est toute une vie à l'intérieur qu'on ne se représente pas. Oui. Et tout ça, c'est grâce à la directrice de la prison et aussi à la directrice des services d'insertion et de probation qui les accompagne à l'intérieur et à l'extérieur. Madame Rambert, qui viendra aussi à l'émission Débat nous parler de sa manière de défendre une certaine humanité au contact des détenus. Alors, pour les gens qui ne savent pas, quelle est la différence on peut faire entre une peine de prison ferme, une peine de prison sursis et ce qu'on appelle la mise, quelquefois on vous dit, bon, vous êtes une période de mise à l'épreuve. Oui, c'est ça. Alors, c'est des langages juridiques un petit peu techniques, mais ça veut dire qu'il y a une prise en charge en milieu fermé à l'intérieur du centre de détention, mais aussi une prise en charge à l'extérieur pour ceux qui sont un petit peu astreints à des obligations, mais qui restent à l'extérieur, qui sont sanctionnés finalement avec une peine répressive, mais qui restent en liberté. Il y a tout un accompagnement avec une obligation de se remettre en question, de travailler, de respecter les victimes, d'indemniser les victimes. Et il faut bien que certaines personnes et des agents publics s'occupent de cet accompagnement. Oui. Alors on disait tout à l'heure qu'on peut profiter de la prison pour apprendre ou réapprendre. Alors comment on met du sens à cette expérience de perte de liberté? On appelle ça le liberticide. C'est ça. Donc le fait d'être en prison, ça oblige à se remettre en question. Certains vont être complètement mutiques, vont refuser de sortir de leur cellule, vont être dans un état complètement méditatif pendant un certain temps et essayer de réfléchir sur leur histoire, sur eux-mêmes, sur les valeurs qui comptent pour eux. Mais j'ai envie de dire, d'autres vont être en colère parce qu'ils vont trouver que c'est particulièrement injuste. Ils ne vont pas mettre de sens justement à cette période de mise à l'écart et ça, c'est dangereux. Et il ne faut pas que finalement la personne ressorte avec ce sentiment de colère et ce besoin de vengeance. Il y a aussi l'entourage qui part un petit peu en prison avec la personne. Et ça, c'est une honte. C'est difficile à aborder socialement ou en famille. C'est des épreuves très difficiles. Et voilà, je voulais juste informer le public que, au sein de l'association AMAC des médiateurs, on a des avocats formés à la matière pénale
qui peuvent aussi permettre de créer des espaces de discussion, de rencontre avec la personne qui sort de détention pour peut-être reparler de certains moments de la vie, pas toujours faciles, et essayer de réfléchir ensemble à comment on peut faire pour éviter ça à l'avenir. Et refaire du lien, en fait. Et remettre de la confiance. Il y a un programme de formation pour ça? Alors, effectivement, quand on est médiateur, on apprend à gérer la violence, l'agressivité, cette part d'ombre à l'intérieur de nous. On apprend à la manier et à la considérer sans la dénier. Et il existe effectivement des techniques de développement personnel qui sont véhiculées par la société Human's Place, que je préside aussi. Et donc, j'ai fait un programme de formation schématisé avec des dessins qui permettent de trouver les points d'équilibre entre cette pulsion de vie et cette pulsion de mort, qui ne sont pas forcément faciles d'accès par rapport à une éducation à l'ancienne comme on a pu recevoir. Merci Caroline, et puis on attend la suite ce débat la prochaine fois, mais juste un dernier petit mot. Alors, il y a des gens qui ont des peines de prison normales, qui sont condamnés, mais quelquefois il y a des erreurs de justice. Ce sera peut-être un jour l'occasion d'une autre chronique, pas aujourd'hui. D'accord. Merci. 13h39, rapidement, on revient vers Inman News. Il y a une dernière info, Made in Paris. Oui, le salon Top Reza a eu lieu dernièrement sur la porte de Versailles. Maurice Cessé était sur place. Il nous a fait un reportage qu'on va voir ensemble. Aux premières news, nous nous trouvons bien évidemment toujours au Top Reza, porte de Versailles pour cette édition 2023. Vous le savez, le Top Reza, c'est le salon des professionnels du secteur du tourisme et bien entendu toutes les régions et puis quelques pays aussi qui font le déplacement, mais les régions d'outre-mer sont présentes comme chaque année, d'où ma présence ici sur le stand de la Guadeloupe. À ma compagnie, Naomi Pétrine, qui est la directrice générale du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors c'est un moment important pour ce secteur de venir ici à la porte de Versailles. Oui, c'est un secteur c'est un moment qui est très très important pour nous, puisque c'est le moment où on fait vraiment connaître la Guadeloupe, montrer qu'on est encore très présent sur le secteur du tourisme, qu'on a investi avec de nouvelles activités, de nouveaux produits, qu'on a des acteurs qui sont performants et qui ont envie d'aller chercher des nouveaux marchés. Voilà, alors, combien d'exposants qui ont fait le déplacement cette année? Cette année, nous avons 13 co-exposants, avec un système aussi de table à l'heure pour ceux qui ont des petits budgets et qui ont des rendez-vous professionnels sur notre stand. Et on offre aussi un service avec cela de co-exposants où ils ont la restauration et l'accompagnement pour avoir des rendez-vous. Des exposants de secteurs divers. Oui, c'est ce qui est le plus important, c'est d'avoir tous les secteurs d'activité pour qu'on puisse construire des produits. Vous avez par exemple le Caru Ferry et aussi l'Express des îles, mais vous avez aussi des hôtels comme des hôtels et des îles qui est Creole Beach, Toubana, aussi l'hôtel Saint-Georges, et puis après dans d'autres secteurs d'activité, des villas d'exception puisque c'est très tendance en Guadeloupe maintenant, et plein d'autres choses. Alors, bien évidemment, nous sommes au niveau du secteur du tourisme. C'est le moment aussi d'échanger avec des tours opérateurs. C'est votre travail, hein? Oui, c'est notre travail de vendre la destination. C'est notre travail surtout de faire sa promotion sur l'ensemble du territoire qui va au-delà les murs. Donc en Europe du Nord, au Canada, tout ce qui est possible. Et on signe notamment 3 conventions avec les 3 compagnies aériennes au départ de la Guadeloupe. Il s'agit d'Air Caraïbes, Air France et Corsair, pour qu'on puisse avoir des partenariats tout au long de l'année sur des actions qui sont riches pour la Guadeloupe. Alors, quelques chiffres sur ce secteur aujourd'hui, comment il se porte? En termes d'évaluation, on a eu beaucoup de touristes. On doit dépasser les 900 000 touristes en Guadeloupe pour l'année 2023. Et on a de grosses opérations qui vont arriver, comme la croisière. Vous savez bien qu'à partir du 2 novembre, la croisière repart en Guadeloupe avec un nombre d'escales encore plus important. Donc tout ça se joue ici pour pouvoir vendre la destination avec des produits et faire revenir tous ces touristes et excursionnistes. Et on n'oublie pas les touristes guadeloupéens. Alors, sous le plan croisière, chiffre, ils sont si nombreux, les touristes à venir à passer en escale même en Guadeloupe. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir de plus en plus d'escaleurs, de touristes qui sont à bord des bateaux de croisière et qui vont passer la journée et dépenser sur notre territoire. C'est ça notre objectif. C'est pas forcément avoir beaucoup de bateaux, mais c'est que quand ils descendent et ils achètent beaucoup. Voilà, on aura autre chose à dire sur le CTG, mais pas aujourd'hui. Il est 13h43, tout de suite, le générique de Sandy. C'est parti.
Aujourd'hui, Sandy, on va pédaler. C'est ça. Je te propose une rubrique sportive. Oui. Voilà, je reçois aujourd'hui un athlète, un sprinter. On ne va plus le présenter. Hein. Bien connu, bien voilà, connu. Bien trop connu. Même, trop connu. Connu et reconnu, il s'agit de Johan Wiffin. Merci Sandy, merci de m'avoir invité. Vraiment avec plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui, vraiment. Merci d'avoir accepté mon invitation pour un rapide justement échange autour du vélo, mais pas que. Alors ici c'est sans tabou. Hein. Exactement. Tu es au courant? D'accord. Alors Johan, longue absence, 8 ans d'absence. Oui, 8 ans. Tu es actuellement licencié à la Team Madras, mais que s'est-il passé durant ces 8 ans? Est-ce que tu peux nous en parler? 8 ans, on sera 8 ans quand même de galère, mais quand même... on a su en tirer une enseignance par rapport au bon et au mauvais moment. Il y a eu des affaires positives en 2015 sur le tour de la Guadeloupe. Il y a eu l'affaire Turpin, évidemment, tout le monde connaît. Donc, et ensuite, des problèmes de santé. Donc, ce qui a fait que ça a fait quand même 8 ans d'une longue bataille. Mais quand même, suite à tout cela, quand même... ça a quand même pu servir justement pour revenir à la compétition et essayer de faire au mieux pour montrer le meilleur exemple à mes enfants surtout. Donc voilà quoi. Ces 8 ans ont été bénéfiques. Oui, bénéfique. Hein? Il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que de l'expérience. Donc pour moi, ça a permis de voir les choses autrement et prendre de la hauteur surtout face à toutes les situations possibles. Mais durant ces 8 années, Johan a connu une transformation physique assez impressionnante. Justement, je vous propose de visionner cette petite courte vidéo de 12 secondes. On voit Johan, comme tu disais, hein, sur tes réseaux, bien souvent, on voit le bout de l'iceberg, mais pas effectivement ce qui est caché. Exact. Bravo. Très belle évolution, Johan. Merci, vraiment merci. Et puis, je tiens à préciser, hein, il faut savoir que l'obésité est une maladie. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, souvent font tourner ça en dérision, mais il faut savoir que l'obésité est une maladie et souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir puisqu'ils restent dans une spirale. Et puis se laisse couler, mais je les encourage à ne pas lâcher et à essayer toujours de tirer conseil de différentes personnes pour justement trouver des solutions. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de tomber sur les bonnes personnes, des personnes qui ont été là pour me conseiller et m'orienter vers le meilleur choix pour sortir dans l'obésité. Bien t'entourer également. Exactement. Alors tu as connu quand même 2 années noires, notamment l'année de 2011 et 2015 où les résultats de tests antidopage ont été positifs à l'EPO. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment as-tu vécu cela? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une partie dans le cyclisme où beaucoup de gens, où je dirais beaucoup de personnes ne se doutent pas l'aspect beaucoup plus spécifique chez les sportifs. Et souvent, dans un moment de doute ou de fatigue, souvent, il y a beaucoup de sportifs qui tombent dans le dopage. Après, il faut savoir justement s'entourer des bonnes personnes en se disant, bon, c'est pas grave sur le résultat, de faire comme on peut, mais souvent aussi, des fois, l'enjeu nous laisse nous emporter et voilà quoi. Donc, mais je ne justifie pas ça, je ne fais pas l'apologie du dopage, justement. Je suis justement contre et faire en sorte que, justement, que nos plus jeunes puissent essayer de s'entourer de personnes qui puissent les encourager ou les encadrer. Mais évidemment, mes 2 contrôles antidopage n'avaient aucunement rien à voir avec mes dirigeants qui étaient là. Et franchement, eux, ce sont des passionnés, des personnes qui ne cessent de faire pour le cyclisme. Et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que au point de vue personnel, je n'encouragerais aucun jeune ou aucun sportif à prendre cette voie-là. C'est ça. Ce serait le conseil que tu pourrais donner notamment. Non, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, puisqu'en fait, on ne sait pas quelle déviation, quel truc qu'il pourrait avoir sur l'état de santé. D'ailleurs, j'en ai fait les frais, donc voilà. Alors, clap de fin sur la saison 2023. Très belle saison, très beau retour. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu as eu des victoires, tu as été un très bon encadrant, coureur également sur plusieurs étapes. Tout d'abord, moi, je vais vraiment saluer Max Macambou, parce que c'est lui qui a vraiment insisté sur ce retour, parce que moi, je ne pensais pas reprendre la compétition. Évidemment, les partenaires qui ont été là, HD Vélo, ces personnes qui nous tendent la main. Et il faut souligner, il faut vraiment
fait, au-delà de sponsoring, mais vraiment les hommes, des entrepreneurs, mais derrière chaque entrepreneur, il y a des hommes. Et des hommes qui ne sont pas obligés de te tendre la main. Et ces personnes te tendent la main et te disent, tiens, je te donne une chance pour ça. Et te font confiance, justement. Ils te disent, tiens, je te donne une chance. Donc, Junior, Sénorage, Max Macambo, mes parents, mes proches, toutes ces personnes, je ne peux que les saluer et leur dire merci. Merci, puisque aujourd'hui, c'est un nouvel élan, je vais dire une renaissance. Donc, voilà, quoi. Vraiment. Très bien. On voit sur tes différents réseaux ton fils. C'est avec le sourire aux lèvres qu'on voit ce jeune de 13 ans qui prend déjà un peu le chemin de papa. Est-ce qu'il est vraiment passionné, Johan? Mais en vrai, c'est pour lui que je fais tout ça, mais aussi les enfants de l'école de vélo, mais pour lui particulièrement, puisqu'en fait, c'est comme je te racontais tout à l'heure, cette transformation vient aussi d'une fois où je l'accompagnais à l'école. Et on dit que la vérité sort de la bouche des enfants et c'est la vérité. Et en fait, en vrai, je l'accompagnais à son école et puis il y a un enfant qui lui dit « Mais c'est ton papa ?» Et il dit oui. Et il disait que justement à l'école, il disait que mon papa c'est un champion. Et le petit garçon lui dit « Mais devant moi, il dit « Mais ton papa, il est gros comme ça et il est champion. » Franchement, ça m'a fait réfléchir tout au long du trajet. Et puis, ça a été un déclic, mais je fais tout ça, mais vraiment pour mes enfants, mais aussi les enfants de l'école de vélo. Et aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus réceptifs à mes conseils, puisqu'ils m'ont vu courir cette année. Donc aujourd'hui, on prépare la saison prochaine pour eux aussi, et ils sont vraiment réceptifs. Donc voilà. Tu prépares la saison prochaine. Donc, Johan sera en selle. Oui, ça sera... J'ai une question, Johan. J'entends souvent dire que les cyclistes guadeloupéens, ils sont bons en Guadeloupe, mais ils ne sortent pas suffisamment. En fait, aujourd'hui, je ne dirais pas ça, parce qu'en fait, maintenant, les coureurs guadeloupéens s'exportent. Quand on regarde le travail qui est fait avec des clubs comme le CSCA ou d'autres clubs, même la TMC, ils s'exportent. Ils vont faire des Coupes de France et tout ça. Et aujourd'hui, les coureurs guadeloupéens s'exportent. Aujourd'hui, c'est peut-être qu'il n'y a pas, pour le moment, une projection sur eux. Mais il y a beaucoup de coureurs actuellement au moment où on parle qui sont dans des pôles ou des sports-études en France. Et durant les prochaines années, ils vont exploser aux yeux de tous. Il y a Baptiste Gaillard actuellement, qui est au club de Boris, qui est au CCD, qui est en train de s'exporter là-bas. Tu as Sandoz. Il y a des coureurs qui, au moment où je parle, qui sont en train de s'exporter, qu'on entendra parler. Et on dira que ce sont des arbustes qui sont en train de pousser et on les verra. Très rapidement, il y a eu un petit problème avec le comité pendant les choses de grève. Est-ce que tout est réglé? L'argent est entré? Voilà, donc c'est vrai que je suis président du mouvement des coureurs. Oui, je sais. Et au fait, en vrai, il est vrai que nous, on essaye de faire au mieux pour défendre l'intérêt des coureurs. Et ça me tient vraiment à cœur aussi. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord sur l'avis de l'équipe de M. Théobald, mais il est vrai qu'on espère aller dans la bonne voie et que pour que tout le monde puisse trouver leur compte, surtout les coureurs, puisque en fait les coureurs aujourd'hui ont toujours été les derniers payés. Il faut dire ça. Quand un coureur gagne tout le Guadeloupe, ça équivaut combien? Par exemple, Benjamin Lenny qui gagne le Tour, il gagne pas loin de 5 000 €. Étape plus non, mais je disais justement étape plus classement annexe et tout ça. Il gagne à peu près 5 000 €, peut-être avec des sponsors à côté, mais je dirais que c'est très peu gagné. C'est très peu gagné par rapport à 1200 km. Non, surtout par rapport à la logistique d'à côté, les personnes qui sont sur le côté, tout ça. Donc après, c'est vrai que ce sont beaucoup de choses à revoir vis-à-vis du comité, mais ça, on va y arriver. On va y arriver. Johan, est-ce que tu aimes les surprises? Oui, ça dépend. Est-ce que j'ai une surprise pour toi aujourd'hui? Quelle surprise? J'ai une surprise pour toi aujourd'hui. D'accord. Bon, donc, est-ce que tu es prêt? Alors, c'est quelqu'un qui t'apprécie énormément. D'accord. Une personne avec laquelle tu es très proche. D'accord. Et je l'ai invité aujourd'hui. Alors, on va faire cette personne rentrer. Une bonne surprise, vraiment. Bonjour Kendrick, ça va? Vraiment, merci Sandy, vraiment. Voilà, ça se passe en live. On parle des jeunes, mais l'avenir, l'avenir. Monsieur Kendrick Clavier. Oui. Kendrick Clavier, vraiment. Merci Kendrick, vraiment. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir.
Alors, tu es un grand pour Kendrick. Kendrick, Johan, qui est Johan pour toi? Ben, pour moi, c'est vrai, Johan, c'est un grand frère. Hein. Bon, je ne dirais pas qu'on a commencé à se côtoyer trop tard. Toi, arrive à point. Mais c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur lui. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je lui demande un petit conseil, je lui demande. Et puis, il me protège beaucoup aussi, c'est-à-dire que je suis jeune, donc je fais beaucoup d'erreurs. Et puis, il me guide, il me dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à faire. Donc, c'est vrai que c'est un grand On a frère. précisé que Kendrick, c'est vraiment l'avenir. Hein. Kendrick, c'est vraiment l'avenir du jeunesse guadeloupéen. C'est un jeune qui a tout compris. Et justement, dans un de mes posts, j'avais toujours dit que les gens ne doivent pas se tromper entre la confiance en soi et l'arrogance. Oui. Et beaucoup de gens se trompent avec ça. Quand quelqu'un est confiant, beaucoup de gens pensent que cette personne est arrogante. Et non, il faut aujourd'hui une jeunesse qui est du dynamisme, qui a aussi confiance en eux. Et Kendrick Clavier reflète tout à fait ça. Et aujourd'hui, pour moi, je précise encore une nouvelle fois qu'il nous faut des jeunes comme ça qui sont... C'est la relève. C'est la relève. C'est la relève. C'est la relève. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand il a eu une excellente, une formidable victoire autour de Réunion, il a été s'exporter. Quand on parle d'exporter, il s'est exporté, il s'est organisé. Kendrick, c'est le gamin qui va monter ses dossiers et qui va partir en voyage, qui va s'organiser, qui n'attend pas sur son club pour partir, il va s'organiser. Donc, quand on parlait d'exportation, voilà, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple qui est présent sur le tapis. Tu as une actu le 22, toi. Oui, c'est ça. Alors, actualité, tu as un grand rendez-vous le 22. Ben justement, voilà. Donc, on voulait profiter justement pour inviter tout le monde, mais licenciés, non licenciés, même les personnes qui n'ont pas de vélo, mais de venir le dimanche 22 au parking de l'Alliance. Puisque c'est vrai que l'Octobre Rose, on voit beaucoup de sorties pédestres. Nous, au niveau du vélo, on a décidé de marquer le coup pour toutes ces femmes. Une pensée aussi à ma mère et toutes ces femmes qui sont touchées de près et de loin, et des familles qui sont touchées de près ou loin par ces maladies. Donc voilà, et surtout de saluer ces femmes et de dire aussi que ce n'est pas une maladie de pestiféré, de penser qu'on va cacher ou quoi que ce soit. Au contraire, on a besoin de ça. Il faut communiquer dessus et savoir qu'on est tous ensemble sur cette manifestation. Donc on vous attend, parrainé par HD Vélo et Jérôme et toutes les personnes qui sont autour. Donc, et Jérôme, il faut le dire. Ton actualité, c'est au niveau de l'actu, est-ce que tu as des choses, Kendrick également? C'est le moment? Non, mais après, Johanna a tout dit, mais c'est vraiment, on tient vraiment à préciser que c'est pour tout le monde, pour tous les niveaux, c'est pas une compétition, c'est vraiment un échange. Voilà, un échange. Avec les champions, voilà. On va inviter tout le monde, même tous les champions actuels. Et puis sur l'actualité, je ne peux pas vous retenir longtemps, mais vraiment un petit coucou. Un petit coucou à notre sélection qui vont participer au championnat de la Caraïbe dimanche. Tout à fait. On est avec vous, les gars. C'est vrai j'aurais quand même voulu que Kendrick soit là ou d'autres jeunes. Hein. Donc, le sélectionneur a fait ses choix. Mais nous sommes tous avec vous et nous espérons que vous nous porterez le meilleur résultat. Et on va aller au-delà du vélo. Un petit coucou à la famille Granger qui vont se rendre à la Diamond Rice Cup avec le jet ski, donc on les salue aussi, on représente la Guadeloupe, donc on les salue aussi, donc voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. À vous. Merci. Fin de chronique. Oui, merci Kendrick, merci Johan. On se retrouve bientôt, j'espère. Jeudi prochain. Bien, voilà, il est 13h57. Rapidement, Iman News, le retour sur l'actu, les grands titres. Les grands titres, nous avons parlé chasse, justement, avec les chasseurs qui ont obtenu la réouverture de la chasse. On a parlé cyclisme en lien avec le championnat de la Caraïbe qui aura lieu ce week-end. Nous sommes revenus sur l'affaire Cabana Beach qui est en attente de jugement, qui sera prévu fin novembre. Premier lancement aussi pour le podcast FAP en lien avec la chlordécone. Et il s'agissait aussi de Top Reza, le salon qui a eu lieu sur Paris, à la porte de Versailles. Sinon, aujourd'hui, on a reçu en début du ZCL Gilles Pétrus, un musicien guadeloupéen
très bon guitariste. Ensuite, Chantal Cancel et Dela Onem sont venus parler de quelque chose de particulier, la déconjugalisation. C'est compliqué à dire, mais enfin, c'est intéressant pour les gens qui sont handicapés, l'allocation aux adultes handicapés. Ensuite, nous avons reçu des invités de Iman qui va rappeler, Tony Jazz et... Sonia, coach Sonia. Sonia Zabartani, effectivement. Et puis, Caroline Alix nous a parlé de la prison, le problème de l'après-prison, qu'on a été emprisonné, c'est une avocate. Et puis, avec Sandy, ces deux invités. Voilà, Kendrick et Joël. Voilà. Merci beaucoup. Dernière information, le procès d'Harry Chalus a commencé ce matin. Ces avocats ont essayé de faire repousser la date du procès, mais la justice n'est pas en temps de marche. Donc demain, deuxième partie, verdict demain dans la journée. Puis je rappelle que l'eau est devenue potable dans la région Pointe-Roise, parce que depuis quelques jours, les écoles étaient fermées aux Abîmes à Pointe-à-Pitre parce que l'eau n'était pas buvable. Voilà, 13h59, mot de langage aujourd'hui-là. Kyololo. Kyololo, c'est un manque de densité d'un liquide. En créole, le traduction de l'eau café. Kyololo, c'est quoi? Café là, pas bon. Au sens figuré, tout ce qui n'a pas de consistance. Si par exemple on fait une émission n'a pas bon, on dit, oh, émission, là, son Kyololo. Bon, c'est pas le cas. Hein? Bon, merci, 13h59. Jordan était à la réalisation et Iman News était avec nous. Et si vous avez des questions à Iman News 85-95-15, n'hésitez pas, ou à Sandy, bien évidemment. Et merci Sandy d'avoir invité des cyclistes. C'est bien la première fois que dans cette émission, on reçoit des cyclistes. Grâce à toi. Mais non, mais je le dis. Là, il faut dire bon. Hein. C'est ça. Voilà, 14h, on a fini aujourd'hui. À demain à la même heure.